Alors, donc, merci à Intelsia de me donner donc, cette occasion de vous informer, vous sensibiliser. Merci à Darsor et bravo à Darsor pour tous les efforts qu'elle fait de la sensibilisation. C'est le mois du cancer du sein et donc c'est pour ça qu'on en parle. Et en même temps, comme je disais hier, Darsor ne veut pas beaucoup vous inquiéter. Et en même temps, je veux vous rassurer. J'ai un autre article à vous diffuser sur il ne faut pas avoir peur du cancer du sein. Et en même temps, je veux vous faire un peu peur. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui va vous faire bouger pour réagir. Parce que le cancer du sein, c'est un cancer qui est devenu une maladie chronique. Pourquoi? Grâce au dépistage. On a 98% de survie à 10 ans grâce au cancer du sein. En même temps, comme l'a dit Sikamel, je suis très content qu'il y ait beaucoup d'hommes. Bravo à Ryan, qui n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que c'est pas juste parce que Teruma, ils peuvent être concernés par le cancer du sein. 1% des hommes peuvent faire un cancer du sein. 1%, c'est pas beaucoup, hein? Mais n'empêche, c'est très grave. Et ils le sentent eux-mêmes, juste pour en parler rapidement, ils le sentent eux-mêmes. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave. Il faut consulter. Mais surtout parce que ces séances de sensibilisation, ces séances de vulgarisation, elles sont pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir, pourquoi est-ce que dans les pays européens, ils arrivent à avoir 98% de survie à 10 ans? Parce que justement, ils prennent le cancer tôt. Ils le cherchent avant qu'il ne soit une grosse tumeur. Le traitement, le dépistage précoce sauve des vies. C'est ça qui fait que ça devient une maladie. Alors justement, comment vous trouvez ces petits nodules? Dégueulasse. Pijaco, dégueulasse? C'est gros. Ça fait 1 cm. Ça fait 1 cm, mais comment vous trouvez? Pensez que c'est un cancer? Pensez que c'est quelque chose de bénin? C'est comment? C'est moche. C'est moche. Bah, moi, quand j'ai vu... D'accord. Moi, quand j'ai vu cette patiente, c'est une patiente de 60 ans qui avait un petit nodule du sein, vraiment derrière le mamelon, vraiment très, très bénin, très... Je lui dis, bah, pour moi, c'est bénin. C'est vraiment quelque chose de rien du tout. Mais on ne peut pas s'arrêter juste à la clinique. Je lui ai demandé quand même une mammographie. Mais j'étais vraiment quasi sûr que pour moi, c'était rien du tout. Je lui demande la mammographie, ACR4. ACR4, c'est lésion suspecte. C'est une masse bien arrondie, mais elle n'est pas tellement bien arrondie sur certains. Et il y a des signes objectifs qui nous font dire, on doute, on ne peut pas être... Et donc, grâce à ça, je lui ai dit, madame, puisqu'elle est ACR4, eh ben, je ne peux pas vous dire, c'est rien du tout, il faut opérer. J'ai opéré avec une technique qu'on appelle une extemporanée, parce qu'elle n'avait pas beaucoup les moyens. Il y a plusieurs moyens de prendre en charge un cancer du sein. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, c'était pour éviter de faire une biopsie et tout. Donc je l'ai opéré, mais vraiment, petite chirurgie juste sous le sein, vraiment enlevé sous le mamelon, enlevé la tumeur. J'ai vraiment enlevé ça, hein, pas plus. Pas plus. Non, j'ai enlevé un peu de graisse autour, d'accord? Mais j'ai enlevé ça et j'ai refermé. D'ailleurs, mon assistante au bloc, elle ne voulait pas faire. Non, je lui dis, on ferme tout de suite. Ça va être du bénin, on n'a rien besoin de refaire. Donc j'ai immédiatement fermé, ça fait. Et je suis resté à attendre une demi-heure que l'analyse me dise qu'est-ce que c'est. Et on me dit, ça c'est un cancer. Si, c'est ce que je vous dis, l'anapathe, mais l'anapathe en extemporanée, c'est-à-dire en immédiate. La femme était toujours endormie. J'avais juste refermé la peau. J'avais fait mon traitement qu'on appelle oncoplastique, c'est-à-dire que j'étais parti large. J'avais fait mon traitement là. Mais c'est ce qu'on appelle une tumorectomie. J'ai enlevé la tumeur et si c'était bénin, je me serais arrêté là. J'ai fermé là. Et j'attendais, parce que je ne vais pas la réveiller et la réopérer. J'attends l'anapathe et elle me dit, ça c'est un cancer. Je vous assure, j'en revenais pas. Parce que pour moi, c'était vraiment bénin. Ça avait tous les critères de bénignité. C'était bien limité, c'était petit, il n'y avait rien qui me faisait suspecter. Et n'empêche, c'était un cancer. Alors à ce moment-là, eh ben, elle était toujours endormie. J'ai juste fait une petite incision là et j'ai enlevé les ganglions, le 6-7 qu'il faut pour faire. Alhamdoulilah, ils étaient négatifs. 8 négatifs sur 8. C'est un petit cancer. Cette dame a besoin
d'une radiothérapie, c'est-à-dire de traitement par des rayons, c'est quelque chose de systématique parce que ça va diminuer le risque de récidive. Je pense qu'elle aura une hormonothérapie, des pilules à prendre. Je ne pense pas qu'elle va faire de chimio. Elle n'a pas besoin de chimio, donc elle n'aura pas de chute de cheveux. Et elle va vivre longtemps. Je pense qu'elle fera partie des 98% de survie à 10 ans. Je ne sais pas si moi, avec mon diabète et mon hypertension, si je serai encore là dans 10 ans. Ce n'est pas son cancer du sein qui va la tuer. Et pourquoi? Parce qu'elle est venue tôt. C'est ça le message que que beaucoup de gens veulent vous passer. Pourquoi le cancer du sein ne tue plus? Pourquoi le cancer du sein est devenu une maladie chronique? Parce qu'en Europe, dans les pays occidentaux, ils vont le chercher tôt. Et qu'est-ce qui vous fait savoir si c'est un cancer ou c'est bénin? L'anapathe. C'est quoi l'anapathe? La biopsie. L'analyser. La biopsie de la masse. L'analyser. Je vous dis, c'est pour ça que je prends ce cas. Pour moi, quand je l'ai opéré, c'était bénin. Quand j'ai vu la dame, quand je l'ai vue en consultation, j'allais lui dire, bah, dis-moi, vraiment, pour moi, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Non, je pensais que c'était un fibrome, un adénofibrome, c'est rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Mais je ne reste pas à la perception. Je pense que j'ai demandé autre chose qui m'a fait suspect. Le radiologue aussi disait, c'est suspect. C'est pas normal. Ça n'a pas l'air d'être bénin. Vous voyez, c'est ça. C'est cette méthodologie où on va jusqu'à. Quand c'était suspect, je suis allé opérer. Je vous dis, j'ai opéré, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit. Et finalement, c'est. Mais je vous dis, elle a un petit traitement, elle a vraiment rien du tout. Elle avait de gros seins d'ailleurs, plantureux. On ne voit pas, on voit la cicatrice qui est sur le mamelon. Et elle a une cicatrice là. Et ça y est. Mais justement, il ne faut pas que vous attendiez jusqu'à que vous sentiez que vous avez une boule, que vous avez une masse, vous avez une rétraction du mamelon. Voici les signes. Que votre mamelon passe, vous avez un liquide de sang ou du pu ou quelque chose qui passe. D'accord? Vous avez une boule, vous la sentez et vous vous dites, ah, c'est pas grave, c'est rien du tout, ça va partir. Non, ça part pas, ça reste à augmenter. Vous avez une rétraction de la peau, vous avez un sein, vous avez quelque chose. Vous avez une inflammation, une rougeur. Ce sont des signes. Vous avez une adénopathie, un ganglion qui apparaît. Vous avez quelque chose. Alors, justement, docteur Benabas, ce qu'il faut dire, pour pouvoir vraiment prévenir, c'est l'importance de certains gestes simples dont... Oui, je vais en parler. Donc, je vous dis, c'est ça, le problème qu'on a au Maroc, c'est qu'on fait encore l'autruche. J'ai quelque chose, je préfère ne pas voir. Je vais aller chez le médecin, peut-être pas pour les jeunes, mais vos mamans, elles sont dans ça, elles sont dans cette optique, j'ai quelque chose, non. On va m'enlever le sein, j'ai pas envie de m'inquiéter. Sauf que ça va en s'aggravant. Les jeunes, ils sont plus réactifs. Oui, ils voient quelque chose, ils vont consulter, ou à la rigueur, ils consultent même pour rien. Mais je préfère consulter pour rien et ne rien trouver que ne pas consulter et laisser quelque chose évoluer. D'accord? Et c'est pour ça que je réinsiste. Pourquoi la présence des hommes? Vous êtes 40 là, bravo à Ryan, c'est très bien, mais j'ai envie que vous soyez 400, 4000. C'est-à-dire que le message qu'on vous apporte, Darzor et moi, il est là pour que vous le diffusiez. Il faut arrêter de garder l'information pour nous, de dire que ça n'arrive qu'aux autres. Ça arrive à nous. Est-ce qu'il y a des facteurs enclenchants? On en parlera. Ça m'est arrivé moi. Moi, je peux dire que vous connaissez Gizar Machiblef? Non, tout le monde. C'est un boucher qui mange des navets. Il ne mange pas de viande, d'accord? C'est-à-dire, moi-même, ça m'est arrivé, j'ai perdu ma femme il y a 2 ans d'un cancer du sein, d'accord? Qui a évolué très rapidement. Je peux vous en parler des facteurs de risque, justement. Mais je veux dire, tout le monde est concerné. Et justement, je parlerai de l'épidémiologie. On a combien de temps? 45 minutes, 1 heure? Tout ce qu'on veut. Normalement, c'est jusqu'à midi. Mais... D'accord. On parle d'épidémiologie. Une femme sur 8, voire une femme sur 7, a fait ou fera un cancer du sein. Malheureusement, mesdames, mais là, en 40, il y aura malheureusement 5 cancers du sein dans la vie. Chez vous, statistiquement, je parle. Une femme sur 7 a fait ou fera un cancer du sein. C'est très fréquent. D'accord? Et
Mais ce n'est pas la fin du monde, je vous dis, on en guérit. On vit avec, ça devient une maladie chronique. Mais plus on le dépiste tôt, et plus, justement, eh ben, on peut s'en sortir. Tu as la connexion? Oui. Très bien. Justement, moi c'est un article que j'ai fait, c'est très bien. C'est un article que j'ai fait. Savez-vous que c'est un gentil cancer, avec 98% de survie globale à 10 ans, à condition d'être traité précocement? C'est ça le message que je veux vous dire. Arrêtez de faire l'autruche. Non, ça n'arrivera pas. Non, 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 c'est rien du tout, ça va passer. Parce que justement, vous diminuez vos chances. Vous avez un risque que ça vous arrive. Je vous dis une femme sur 7 ou sur 8. C'est beaucoup. Et plus vous tardez à diagnostiquer ça, et plus vos chances de guérison, de traitement facile, de traitement conservateur, sans enlever le sein, sans chimio, sans chose, et bien diminuent. Et autre chose, encore une fois, je le dis, les hommes et les femmes qui sont là, moi je veux que vous communiquiez ces informations à vos mères, à vos filles, à vos sœurs, à vos tantes, à vos grands-mères, à tout ça, à vos voisines. C'est comme ça qu'en Europe et dans les pays industrialisés, ils ont pu diminuer la fréquence, pas la fréquence elle est en explosion. Hier j'ai entendu 10 000 nouveaux cas de cancer du sein au Maroc. C'est énorme, ça m'a effrayé. En France, il y a 60 000 nouveaux cas par an. 60 000. Mais je vous dis, il y en a 55 000 qui vivent et qui vivent bien. Ok? C'est ça le message qu'on va dire. Alors, donc il ne faut pas avoir peur du cancer du sein. C'est une maladie qui devient chronique. Grâce au dépistage précoce. On en parlera tout à l'heure. Les facteurs de risque du cancer du sein. Il y en a énormément. C'est interactif, hein, si vous avez des questions ou quelque chose. Il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas un facteur. Alors on peut dire les facteurs héréditaires, les facteurs génétiques. Oui, il y a des facteurs génétiques, il y a des familles qui ont des mutations génétiques, ce qu'on appelle les breast cancer 1, breast cancer 2, il y a aussi la P53, il y a différents facteurs génétiques. Vous savez ce que c'est que les gènes? Si vous ne savez pas quelque chose, vous n'hésitez pas. Ben, les gènes, on a des gènes qui défendent contre le cancer, et il y a des gènes qui poussent contre la multiplication des cellules. C'est quoi un cancer en fait? C'est une multiplication de cellules. C'est une multiplication anormale de cellules. C'est-à-dire, heureusement qu'on a des cellules qui se multiplient tout le temps. Parce qu'on a des cellules du sang qui a besoin d'être faites, on se blesse, on a besoin de cicatriser. Donc on a une multiplication normale. Les cellules entre elles se multiplient, mais elles discutent de telle manière à ce que quand elles ont rempli cet espace, elles s'arrêtent. La cellule cancéreuse, c'est une cellule folle. Pourquoi elle est devenue folle? Parce qu'il y a des facteurs, soit endogènes, je vous dis par exemple génétiques, qui vont lui permettre de se développer, soit il y a des facteurs exogènes qui l'ont transformée. D'accord? Alors, ces facteurs génétiques, j'en parlais, il y a des mutations génétiques qui vont faire que votre corps, votre immunité, n'arrive plus à se défendre contre la cellule cancéreuse. Normalement, on a tous les jours, chez tout individu, il y a des cellules cancéreuses, il y a des cellules folles. Heureusement, il y a une immunité, il y a des lymphocytes killers qui vont reconnaître cette cellule folle, qui vont la manger tous les jours. D'accord? Ça existe. Et je vous dis, notre corps se défend. Maintenant, soit du fait de ces anomalies génétiques, on a un manque en cette immunité, on a une baisse de cette immunité particulière, soit du fait des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes dans le cancer du sein, il y en a beaucoup. Et moi je les résumerai en disant c'est l'American Way of Life. C'est le stress. Le stress c'est quoi? C'est je dois rendre hier le boulot que je vais recevoir demain. Ça vous stresse, ça vous marche, j'ai tel truc, tel projet, je suis tout le temps en train de cogiter. C'est la junk food, je mange beaucoup de sucreries. Pourquoi le sucre? Pourquoi les sucreries? Parce que le sucre va augmenter ce qu'on appelle l'insuline growth factor, l'IGF-1, qui est un facteur de croissance, qui est un booster de la multiplication cellulaire. Donc quand vous mangez beaucoup de sucre, vous développez de l'insuline,
vous risquez de développer du diabète, de l'obésité, mais aussi, donc vous boostez un facteur de croissance qui est lié l'insuline growth factor 1, qui vous pousse, donc qui favorise aussi le cancer. D'accord? Donc tout ce qui est junk food, pizza, McDo, malbouffe, limonade, trop de sucre, obésité, pesticides, perturbateurs endocriniens. Malheureusement, il y a tous les pesticides, il y a la pollution, il y a les particules fines, il y a tout ça. Il y a aussi les pesticides, il y a aussi les hormones dans l'alimentation. Malheureusement, pour des raisons commerciales, eh ben on bouffe du bœuf aux hormones, du poulet aux hormones, du poisson aux hormones. On ne vit pas en autarcie, on ne vit pas dans un village perdu, où il n'y a pas, il y a une alimentation bio. Tout ce que vous avez dans le marché, eh ben, il est comme ça. Il est les produits ultra raffinés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a même, je dirais même les pilules, même les hormones qu'on va vous donner, elles sont à petit risque. Je ne dis pas que prenez la pilule, ne prenez pas la pilule, elle va vous donner le cancer. Non. Tout ça, c'est des gouttes par goutte. Et quand vous avez une immunité qui vous défend, eh ben vous en sortez. Quand vous avez une immunité qui vous défend pas, vous plongez. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas un facteur. Tu veux qu'on parle tout à l'heure du cancer du col? Oui, d'accord. Tout à l'heure, je parle. La nicotine pour les gens fumeurs? La nicotine? Eh ben, non, c'est pas la nicotine. La nicotine, c'est une drogue addictive. La nicotine, elle ne donne pas le cancer. Pas dire la nicotine ne donne pas le cancer. Mais le tabac que vous fumez, mais c'est 300 oxydants, c'est 300 polluants que vous fumez à chaque bouffée de tabac. D'accord? Et bien ceux-là, c'est des polluants, des toxiques qui vont favoriser le cancer. Je ne pense pas, juste par rapport au cancer du sein, le tabac n'est pas un facteur causal du cancer du sein. Juste redonnons les trucs. Mais n'empêche, il ne faut pas fumer quand même. Hein. C'est pas ça le problème. Mais si vous voulez, donc, il n'y a pas un facteur qui fait le cancer du sein. Il y a un facteur aussi majeur pour moi, c'est le stress. C'est pour ça que vous avez plus de cancer du sein dans les pays européens, je résume, l'American Way of Life. Et d'ailleurs, il y avait des études, moi j'ai fait ma thèse il y a 30 ans sur les dépistages des cancers du sein et du col. Donc je sais de quoi je parle. Et je vous dis par exemple, il y avait une étude, ils avaient comparé la fréquence du cancer chez les Américaines blanches en 1950. Dans cette population, la fréquence du cancer du sein, la même chez les Chinoises qui venaient d'émigrer aux États-Unis et les Chinoises qui étaient en Chine. Eh bien, la différence de fréquence, elle était, je ne me rappelle pas du tout, mais du simple au double. D'accord? Eh bien, sauf qu'ils ont vu que dans le groupe des Chinoises vivant aux États-Unis, eh bien, que le taux du cancer, il rejoignait le taux des Américaines blanches. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un cancer de l'American Way of Life. Ok? Bon, je ne vais pas vous dire de changer votre style de vie, parce que vous n'allez pas y arriver. C'est quelque chose, mais vous pourrez quand même essayer de faire du sport, de l'activité physique. Essayez de bien manger. Vous allez manger de temps en temps au McDo, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas besoin de manger de la junk food tout le temps. Vous travaillez ici, vous êtes peut-être en horaire décalé, mais vous pouvez préparer votre panier repas du matin et venir manger une salade, un steak grillé ou quelque chose de propre. Et pas trop d'alimentation ultra transformée, des chips, des choses comme ça. Parce que c'est ça qui favorise aussi le cancer et d'autres choses. D'accord? Donc, je disais, facteur de risque, on n'a pas comment agir sur les facteurs de risque. Et même, je vous dirais, il y a moins de cancer, mais on peut dépister un cancer chez une femme dans la vallée de Heidbourg-Metz. Ça existe. C'est rare, mais ça existe quand même. D'accord? Il y a un facteur majeur pour moi qui est le stress. Je vous raconte le cas de ma femme. Voilà, elle avait pas de risque particulier, non, elle mangeait bien, pas de risque particulier, sauf qu'elle a eu un événement malheureux il y a en 2013.
son frère a fait un accident de moto, il est resté paraplégique pendant 6 ans et demi. Elle avait, eh ben, c'était un choc. Elle avait ce qu'on appelle de la mastose fibrokystique, c'était une anomalie des kystes au niveau des seins, qu'on surveillait. Je n'étais pas le seul à le surveiller, avec aussi une radiologue renommée, et on surveillait. Et vous savez, on ne peut pas faire de la... Monte un petit peu à l'arrière. On ne peut pas faire du surdiagnostic. On ne va pas aller biopsier, on ne va pas aller inquiéter toutes les femmes qui ont des mastoses fibrokystiques. Je suis sûr que 50% des femmes ici ont de la mastose fibrokystique. C'est quelque chose de bénin, c'est pas grave. Mais je ne vais pas tous vous dire, venez, on va vous biopsier. Et on ne va rien trouver dans 99% des cas. Enfin, on ne va pas trouver de cancer dans 99% des cas. Mais ça va vous stresser, ça. Donc on ne peut pas. On reste à surveiller. Eh bien, on surveillait jusqu'en mai 2017. Quand on a découvert son cancer, je suis revenu sur les dossiers. Eh bien, sa dernière mammo de 2017, non. Son frère, c'est compliqué, c'était pas évident, il est décédé 2 ans plus tard. Et 6 mois plus tard, eh bien, elle a flambé un grand cancer invasif. Alors, ben, nous, on était occupés par rapport à la maladie de son frère, on n'a pas fait attention, eh bien, pendant 2 ans, on n'a pas surveillé, et pof, après 6 mois après le décès, eh bien, un gros cancer, assez méchant, hein, et assez méchant pas que sur le papier, non, sur le papier, il était récepteur hormonopositif, enfin, il pouvait répondre au traitement, mais eh ben, elle a flambé en 2 ans et demi. Pourquoi? Alors que j'ai opéré des dames qui étaient métastatiques qui sont encore vivantes, et ma femme, du début du cancer jusqu'à la fin, ça lui a fait 2 ans et 8 mois. Pourquoi? Et pour moi, je suis convaincu que le côté stress, que le côté choc affectif a beaucoup développé, même si c'était une battante, même si c'était quelqu'un qui en voulait beaucoup, qui faisait ses traitements. Mais c'est comme si son corps avait lâché, je veux dire, inconsciemment. Et donc c'est pour ça que je vous dis, un des facteurs importants, c'est le punch. Elle avait du punch quand même, mais bon. Ouais. Et il y a d'autres, les derniers facteurs, je dirais, favorisants, c'est des terrains particuliers. Je dis terrain génétique ou terrain de mastopathie, enfin, les fibrokystique, avec ce qu'on appelle atypie, c'est-à-dire avec des anomalies cellulaires. D'accord? Mais pas toutes les mastopathies. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, il y a un risque particulier de cancer. À part les cas familiaux. Et encore une fois, dans les cas familiaux, on suspecte un cas familial génétique quand il y a plusieurs cas. Quand vous allez me dire ma soeur, ma tante, ma cousine. Il y a 3 cas dans la famille. C'est pas vous me dites ma mère a fait un cancer du sein. Ça y est, vous avez un cancer génétique. Vous avez un cancer familial héréditaire. Non. Votre mère a fait un cancer du sein, mais en même temps, ça peut être tout simplement parce que c'est une histoire de fréquence. Mais quand on a 2 cas, voire 3 cas, ou des associations de cancer du sein et de l'endomètre, c'est-à-dire le tissu de l'utérus, ou de l'ovaire ou du côlon, quand il y a des associations comme ça, ou des cancers du cas chez l'homme, du cancer du sein chez l'homme, je vous dis ça arrive, dans 1% des cancers du sein arrivent chez l'homme, c'est très rare, mais là on pense à un facteur génétique. Mais encore une fois je dis, les facteurs génétiques c'est 10%, 5 à 10% des cancers du sein. C'est pas ça l'essentiel. Dans 90% des cas, cancer du sein survient de nouveau. Maintenant, je répète les signes, je les ai dit tout à l'heure. Il y a plein de signes. Vous pouvez sentir une masse, vous pouvez sentir un écoulement, vous avez une rougeur, vous avez un ganglion au niveau de l'aisselle, vous avez une rétraction du mamelon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Et le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure au Maroc, c'est que souvent, on a quelque chose d'anormal et on ferme les yeux, on fait la politique de l'autruche, on va se dire c'est pas grave. Vous savez, je me rappelle un jour, j'ai eu une dame, c'était horrible pour moi, elle était très... parce qu'elle avait un cancer diagnostiqué. Elle est venue 1 an plus tard avec une biopsie, avec une anapathe, un résultat de cancer. Elle avait eu peur des traitements, elle savait, on lui avait dit tu as un cancer, et elle l'a laissé évoluer, sauf qu'elle est venue avec un sein, mais inflammé et tout.
À la rigueur, je pense qu'elle allait mourir. Et que je lui ai envoyé, je me rappelle de cette dame, elle m'a dit, s'il vous plaît, vous ne m'envoyez pas à telle clinique et telle clinique, ils se sont mal occupés de moi. Je lui ai dit, n'ayez pas peur, vous allez, elle est là, on va s'occuper de vous. Et cette dame, elle est partie en 1 an et demi ou 2 ans, elle est morte en 1 an et demi et 2 ans, parce qu'elle a refusé son traitement. Alors que si elle avait été traitée, mais elle aurait peut-être encore été, elle serait encore là, pour sa famille, pour ses enfants. Vous comprenez? C'est la peur, moi c'est ça que je veux essayer de démystifier. Donc quand on se plaint de quelque chose, on va consulter. Il vaut mieux consulter pour rien, pour être rassuré, que dire ce n'est pas grave, ce n'est rien du tout. Sinon, alors quand on se plaint de quelque chose, vous allez chez votre médecin, pas forcément gynéco, vous pouvez aller chez votre médecin généraliste aussi, hein, pas forcément gynéco. Ben, il va sentir, et s'il a un doute, ou s'il y a quelque chose, il va vous demander une mammographie. La mammographie diagnostique à ce moment-là, eh ben, elle va nous donner les caractéristiques de cette masse, de ce nodule, de ce kyste, d'accord? On va la compléter par ce qu'on appelle une échographie, qui aussi va être complémentaire. Et donc, on va avoir une idée de c'est quoi cette masse. Est-ce qu'elle est totalement bénigne? Est-ce qu'elle est probablement bénigne à surveiller? Est-ce qu'elle est suspecte? Est-ce qu'elle est très suspecte? D'accord? C'est ce que nous donne la maman. L'écho est un complément aussi qui nous donne d'autres éléments. Juste une précision, la densité des seins fait que il ne faut pas faire de mammographie. C'est-à-dire, la mammo, elle vous montre des choses blanches sur un fond noir. Mais plus vous êtes jeune, plus vos seins sont denses et donc plus ils sont blancs. Le cancer qui va apparaître par une anomalie plutôt blanchâtre, eh bien blanc sur blanc, ça ne se voit pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas de mammographie avant 30 ans. Avant 30 ans, on fait une échographie. Le cancer du sein survient chez des femmes jeunes. C'est rare, mais ça survient, ça peut survenir dès 25 ans. Malheureusement. C'est rare, mais je vous dis. Moi, il y avait des profs qui me disaient, tout nodule après 25 ans doit être analysé. On va plus se casser la tête en disant, si c'est 1% de cancer, il vaut mieux l'analyser et enlever ce 1% que dire non, non, c'est bénin et se retrouver 6 mois plus tard ou 1 an plus tard avec un cancer qui flambe. Donc je reviens sur la mammographie. La mammographie, elle vous dit, voilà, ACR1 normal, ACR2 image bénigne, c'est un adénofibrome, on est sûr. Il y a une lésion, mais elle est bénigne, on ne la surveille pas. Madame, soyez tranquille. Il peut y avoir des kystes, anomalie probablement bénigne, c'est très probablement bénin. Je ne pense pas, mais je ne peux pas l'affirmer à 100%, et donc j'ai besoin de recontrôler dans 3 à 6 mois. Ou bien ACR4, c'est-à-dire suspecte, je ne sais pas qu'est-ce que c'est suspect. Ou bien ACR5, très suspect, à 95%, c'est du cancer. Ça, c'est quand vous sentez quelque chose. D'accord? Maintenant, souvent, et heureusement, vous ne sentez rien. Eh bien, c'est là qu'on a besoin d'aller chercher. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous sensibiliser. À partir de 45 ans, il faut aller faire une mammographie. La mammographie, je dis de dépistage, c'est-à-dire chez les gens qui se plaignent de rien. C'est pas parce que je ne me plains de rien que je ne dois pas aller chez le médecin. Le cancer du sein est fréquent à partir de 45 ans. Donc on fait une mammo, même si je me plains de rien. Une mammo tous les 2 ans. Ça fait pas mal. On presse le sein. Ça fait pas vraiment très mal. Et ça vous donne des images. Pourquoi la mammographie? Parce que la mammographie va vous permettre de sentir, de voir des micro-calcifications. Les micro-calcifications, c'est des petites ponctuations, des petites taches, très petites, inframillimétriques, que vous allez voir dans le sein, que vous ne pouvez pas palper. D'accord? Et donc, ces microcalcifications, il y a différents types, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ces microcalcifications, vous dire, il y a une anomalie là. Et cette anomalie, vous pouvez aller la biopsier et savoir exactement découvrir un cancer, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'avoir une masse. Vous comprenez pourquoi on arrive à 98% de survie en Europe, même s'ils ont une flambée de cancer? Mais comme ils les prennent très tôt, eh bien, ils arrivent à les traiter très tôt. Et aussi avec un meilleur pronostic, un meilleur traitement. C'est-à-dire, des fois, on peut vous traiter avec juste une toute petite zone qu'on va enlever.
Comme cette dame. C'est pour ça que moi je suis content de cette dame qui est venue avec un petit nodule. On a enlevé juste, j'ai enlevé maximum 3 cm de tissu. Je vous assure, on ne le voit pas. Alors justement, pour rassurer, c'est l'exemple que vous avez partagé hier. Alors on ne parle plus du cancer du sein, c'est les cancers du sein. Parce qu'il y a plusieurs types de cancers. Il y a des cancers qui peuvent répondre à une hormonothérapie, une pilule, un comprimé. C'est l'exemple de la dame d'hier. Oui, je vais en parler. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est ça, c'est le diagnostic précoce, grâce à la mammographie et l'échographie, va vous permettre de trouver le cancer avant qu'il ne vous trouve. C'est ça le but. Et une mammographie doit être faite systématiquement à partir de 45 ans. Chez les gens qui se plaignent de rien. Et c'est ça le message que je veux vous passer. Je ne pense pas que vous ayez plus de 45 ans là, donc ça ne vous concerne pas directement, mais ça concerne vos mamans, vos tantes, vos sœurs. D'accord? C'est ça le message. Toutefois, s'il y a un antécédent de cancer au niveau des familles. Alors, on peut rentrer dans les détails. Alors, avant la mammographie de dépistage, et la mammographie doit être faite tous les 2 ans. Vous faites une mammographie tous les 2 ans. Alors, quand on est dans un terrain particulier de famille à risque, oui, pas un antécédent familial. Je vous dis, quand on a un diagnostic de cancer familial, je sais que ma tante, ma cousine, ma grand-mère ont tous fait un cancer du sein. Je sais que mon frère a fait un cancer du sein. À ce moment-là, oui, je pense à une cause génétique. À ce moment-là, je vais aller en consultation d'oncogénétique où on va me faire des prélèvements sanguins pour rechercher des analyses génétiques, voir est-ce que j'ai une mutation génétique. Et si j'ai une mutation génétique, oui, à ce moment-là, il faut faire la mammographie 5 ans avant l'âge du premier cancer. C'est-à-dire, votre maman a fait un cancer à 40 ans, ou votre soeur a fait un cancer à 40 ans, et bien vous devez commencer le dépistage, et je dis dans ces cas précis, où on a fait, il y a une cause génétique. Où on va faire, à ce moment-là, vous commencez votre mammographie à 35 ans. D'accord? Il y a d'autres examens qu'on peut faire. Je disais IRM, échographie, moins de 30 ans. Entre 30 et 45, 60, même plus tard, c'est le couple mammo-écho, parce que par exemple l'échographie ne montre pas les microclassifications. Des fois, il y a des choses qui paraissent à l'écho qui ne vont pas paraître à la mammo. Et quand on doute aussi, on peut faire un 3e examen qu'on appelle l'IRM mammaire. D'accord? Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est mammographie à partir de 45 ans. Trouvez le cancer, trouvons le cancer avant qu'il ne vous trouve. Il y a autre chose qui est très important aussi, c'est l'autopalpation des seins. C'est-à-dire, moi je vous conseille, mesdames, dès maintenant, dès 20 ans, dès 25 ans, prendre l'habitude, quand vous êtes dans votre bain, vous vous palpez les seins, une fois par mois. Tout simplement, les 4 cadrans. Et alors, après les règles, parce qu'avant les règles, l'imprégnation hormonale fait que les seins sont plus douloureux et qu'on voit moins. Mais après les règles, il y a une baisse de l'imprégnation hormonale et vous pouvez le faire une fois par mois de manière systématique. Pourquoi? Pour que si vous trouviez quelque chose, eh bien vous alliez consulter tôt. Je reprends cet exemple. Pour moi, il était magnifique. C'est une dame, je vous dis, elle a une excellente espérance de vie. Donc, parce que beaucoup de femmes trouvent quelque chose et non, je ne vais pas les consulter. Tu m'as rappelé une dame, je vous assure, encore une fois, une dame de 30 ans, et elle avait un nodule qui avait l'air bénin. Je l'ai opéré, j'ai fait un traitement conservateur, je dirais, parce que pour moi c'était un nodule bénin. Je n'ai pas fait d'extempo d'ailleurs, pour vous dire. La mammo était normale, enfin, il y avait vraiment des signes de bénignité. Et c'est à l'impact qu'on découvre un cancer, que j'ai dû réopérer pour agrandir le site opératoire. Alors, il y a d'autres cas. Tu m'as rappelé une dame il y a une dame de 88 ans, un jour, qui monte chez moi, au cabinet, obèse, rhumatisme, compliqué, 88 ans. Elle avait un sein inflammé, mais vraiment très inflammé, rouge. Elle s'en plaignait, elle avait mal. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je lui ai fait une simple biopsie. Au cabinet, il y a ce qu'on appelle des trocars, petite anesthésie locale, biopsie, cancer. Avec l'oncologue, alors, et cancer, quand on fait la biopsie, l'anapathe de ce qu'on analyse, on analyse plusieurs choses. C'est un cancer, le type de cancer,
Et sa carte nationale, je dirais. C'est quoi sa carte nationale? Est-ce qu'il répond aux hormones? Est-ce qu'il répond aux thérapies ciblées, ce qu'on appelle l'herceptine, l'Avastin, enfin certains médicaments, et le KI67? Est-ce qu'il est vigoureux, prolifératif ou pas? Est-ce qu'il se multiplie beaucoup? Donc c'est ça ce qu'on appelle l'immunohistochimie. Avec ça, on sait comment vous traiter. Ben donc la biopsie m'a permis de savoir comment j'allais la traiter. Avec son oncologue, c'est parce que c'est le cancéro qui vous traite à ce moment-là. Je dis, mais attends, on peut pas elle a 88 ans, cardiaque, hypertendue, diabétique, on ne peut pas l'opérer sans risque. Elle a, on ne peut pas lui faire de radiothérapie. La chimiothérapie, comment elle va la tolérer? On lui a donné juste 2 comprimés par jour d'hormonothérapie. Je vous assure, 2 comprimés par jour ce qu'on appelle de létrozole. Eh bien, elle a évolué pendant 4 ans. Elle a super bien évolué pendant 4 ans. Son sein s'est désenflé, l'inflammation est partie, elle a vécu pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, quand elle avait 92 ans, elle en a eu marre, elle a arrêté son traitement. Parce que je me rappelle, j'étais en contact avec son fils, et le fait d'arrêter son traitement, eh ben, la maladie est revenue, elle a flambé, et elle est morte d'atroces douleurs, parce que la maladie a vraiment s'est étendue à la peau, c'était purulent, infecté, c'était vraiment horrible. Et parce qu'elle avait décidé d'arrêter le traitement. Bon, elle est morte quand même à 93 ans. Anyway, j'en reviens. La mammographie, ça va, le diagnostic précoce, le dépistage à la mammographie et tout, va vous permettre plusieurs choses. Premièrement, une découverte précoce d'un cancer de petite taille. C'est fondamental pour plusieurs choses. Déjà, l'espérance de vie est meilleure. Le pronostic est meilleur. Le traitement est meilleur. Quand vous avez une petite boule, quand vous avez une microcalcification, quand vous avez un cancer qui fait moins de 1 mm ou 5 mm, mais on peut vous traiter juste avec cette zonectomie et ça. Autre chose, quand on a, à la rigueur, on a une masse, on fait une mammo, on a un cancer. On peut même vous traiter par ce qu'on appelle de la chimio néoadjuvante. C'est-à-dire, on peut, même si vous avez une masse, on peut la traiter en faisant diminuer la taille du cancer grâce à la chimio, et puis vous enlever, avoir moins de sein à enlever, et donc permettre un traitement conservateur. On n'est pas forcé d'enlever le sein. Quand j'étais à l'hôpital, on enlevait le sein dans 70% des cas, à peine 30% de traitement conservateur, alors qu'en France, dans les pays développés, on fait 80% de traitement conservateur. Et on enlève le sein, et le sein, et la mastectomie est quelque chose qui est gênant pour la femme, parce que ça touche directement sa féminité. Je ne suis plus une femme, je n'ai plus de ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec un traitement précoce, avec un diagnostic précoce. Traitement précoce, moins invalidant. Je vous dis, la dame que j'ai dit, je suis sûr que je vous ai montré, je suis sûr qu'elle ne va pas faire de chimio. D'accord? Parce que maintenant, on arrive à un traitement personnalisé, c'est-à-dire un traitement à la carte. Chaque cancer est un type particulier. Il y aura une décision multidisciplinaire. Ce n'est pas juste le gynéco qui va décider ou juste le cancérologue. Non, il y a le cancéro, il y a le gynéco, il y a l'anapathe, il y a le psychologue, il y a l'oncologue, il y a le plasticien. Il y a plein de choses où on va discuter quel est le meilleur traitement qu'on peut donner à cette dame. D'accord? Alors, de temps en temps, des petites interventions comme ça, c'est juste chaque patient est un Chaque patient est un cas. Chaque patient est un cas. Et ne dites pas, oui, ma voisine, ma soeur, ma tante, elle est allée et on lui a dit non. Vous voyez, docteur Nabas, je viens de vous dire que la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Nabas Tarji a fait 13-14 ans de médecine pour être gynécologue et il va à 2 ou 3 congrès par mois. Alors, la tendance maintenant avec les réseaux sociaux, on est tous devenus des médecins. Hein? On rentre, on regarde 2-3 vidéos, ça y est, on est spécialiste du tas. S'il vous plaît. Il y a énormément de choses et on discute beaucoup de choses pour pouvoir vous donner le meilleur traitement. Et il y a beaucoup de... Alors, des fois, vous n'allez pas comprendre. Tel médecin m'a dit ça et tel médecin m'a dit ça. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes options. Ok? Et c'est vrai qu'on peut utiliser cette option.
qu'on peut utiliser cette option. Je dirais, quelqu'un qui est analphabète, qui vit à Cartagena, qui n'a pas accès aux soins, qui a un cancer de 3 cm, je peux éventuellement lui faire un traitement conservateur, c'est-à-dire lui garder le sein. D'accord? Mais peut-être que, vu les circonstances dans lesquelles elle vit, peut-être que ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait mieux peut-être lui enlever le sein. Maintenant, je peux avoir une tumeur de 5 cm chez une dame qui vit à Casa, qui est Wahia, elle n'est pas Wahia puisqu'elle est venue quand même jusqu'à 5 cm, mais qui veut se faire traiter, on peut lui faire une chimiothérapie adjuvante, lui diminuer la taille de son cancer et lui faire un traitement conservateur. Vous comprenez? Donc, il y a plein de discussions et la vie de la malade, de la patiente est aussi important. Vous comprenez? Mais il y a plein de discussions qui viennent justement grâce au diagnostic précoce qui permet un traitement plus précoce. C'est ça, encore une fois, je veux terminer sur ça, enfin je veux, avant de prendre des questions, c'est ça mon message. Diffuser l'information, qu'on ne s'arrête pas aux 40 là. Merci de votre audience, j'espère que vous me comprenez bien, mais je veux que vous passiez le message à d'autres personnes. Parce que j'en ai marre de voir des cancers, j'en ai marre d'en opérer, et surtout avec des cas beaucoup plus graves, parce que les gens font l'autruche, les gens ne se disent non, ça arrive, c'est pas un cancer, non, on va m'enlever de ça, non. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles parce que on arrive tôt à faire. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, mais il faut y aller. Après, on oublie après le col. D'accord. Oui. Comment prendre en charge les personnes qui ont un cancer de sein d'une manière psychique, ça veut dire? Psychique? Pas psychique, mais comment être là pour eux? Alors, psychique, premièrement, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, on peut la mettre sous antidépresseurs et tout, et il y a le rôle de Darzgo. Il y a le fait, justement, pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens... Parce que ça fait le cancer, tu l'as dit, c'est un choc. C'est un choc pour quelqu'un qui meurt. Ma vie, je vais mourir, à qui je vais laisser mes enfants. Et même si je ne meurs pas, on va m'enlever le sein. Est-ce que je vais rester encore une femme? Est-ce que mon mari ne va pas me divorcer? À Darzgo, il y a énormément de femmes qui sont divorcées parce que le mari, tu as un cancer, mais tu pas. Qui c'est qui va payer pour mes soins? Je vais perdre mes cheveux, il y a plein. C'est dur comme... Je dis pas c'est facile. Je suis pas en train de vous dire le cancer c'est facile. Je suis en train de vous dire on s'en sort. Et c'est une épreuve. D'accord? Et cette épreuve, on est là pour vous aider. Je vous dis, il y a l'équipe médicale, mais il y a aussi l'équipe paramédicale. Et d'abord, je les félicite pour ça. Il y a les entretiens entre femmes. Moi, j'anime des ateliers entre femmes où je réponds à leurs questions. C'est génial parce que toi aussi tu as fait ça. Ah, tes cheveux ont repoussé. Ah, c'est génial. Il y a des crèmes. Tu sais, j'ai de la sécheresse et tout. Il y a telle crème qu'on m'a donnée. Il y a pas mal de choses. Les activités qu'on fait au niveau de Darzgo aussi, le Reiki, le Tai Chi et tout, c'est des choses qui, justement, j'ai un cancer. C'est ça, on en arrive. C'est pas la fin du monde. Le fait qu'on écoute déjà. Juste le fait qu'on vous écoute. Juste le fait qu'on vous Si écoute. par exemple on a un proche, une personne proche qui est atteinte de cancer, oui, c'est quoi votre question? Comment l'assister ou bien comment être... L'écouter. Arrête, et quand je dis l'écoute, c'est pas ah, mais tu sais, mon non, mais tu devrais faire ci. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais quel connard! Écoutez, quand je t'écoute, je n'ai pas mon avis. T'écouter, c'est pas forcément répondre. À la rigueur, te répondre si tu me poses une question. Ou qui? Accepter tes pleurs, accepter tes trucs. Tu as une tire à taille, tu as une cocotte minute qui a envie d'exploser. Tu as juste envie de vider de ta... Juste quelqu'un qui va t'écouter. Je te dis sans te répondre. Et le problème... N'hésitez pas à... Vous savez, j'ai assisté à une séance avec une patiente et j'ai découvert ça, je ne connaissais pas. C'est les stomies. Il y a des gens qui ont des cancers colorectaux et qui sont obligés d'avoir... Des poches.
Donc ils ont des poches pour recueillir leur sel. J'ai découvert ça, mais il y a des gens qui sont venus de Asfi, de Ouarzazate, etc. Et à la fin de la séance, ils ont dit Rire. Mais pourquoi je ne connaissais pas Darzour avant? Parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Je vous dis, parlez, Parlez. C'est pour ça qu'on fait ces On a réunions. besoin de Pour sortir. que l'information se Il y a un moyen et c'est très important parce que justement, une femme qui va être entourée comme ça, elle a envie de se battre. Ça va lui booster son immunité qui va aussi aider contre le cancer. Mais si elle est déprimée, toute seule, divorcée, elle a presque envie de mourir. J'ai envie de mourir rapidement. Au contraire, alors que tu as des... Vous comprenez? Donc il y a des choses à faire. Il y a une question là. Oui, voilà. Pour une personne atteinte de cancer, est-ce qu'il y a un régime adapté pour essayer de... Alors, le régime alimentaire, grande question. Moi, j'avais réagi sur un post Facebook un jour sur la vie des gens. Tu as un cancer, arrête de manger de la viande, arrête de boire du lait, arrête de manger arrête de tout manger. Meurs, crève de faim. Oui, mais la réalité, non. Au contraire, ça c'est personnel. Peut-être que des nutritionnistes ne vont pas être d'accord avec moi, mais je suis convaincu de ça. En période de chimio, vous avez besoin au contraire de manger beaucoup d'énergie, de manger de la viande, de manger du pain, période de chimio. Pourquoi? Parce que la chimio, ça va vous brûler les cellules, ça va vous cataboliser, vous avez besoin d'énergie. Alors au contraire, quelqu'un qui est en chimio, il a besoin de bien manger. Maintenant, la nutrition du cancéreux, elle doit être une bonne alimentation variée. Moi, je ne veux pas de « Ah, la viande rouge donne le cancer, il ne faut pas manger de viande rouge. Le lait donne le cancer, il ne faut pas boire de lait. » Non, il ne faut pas boire de lait. Oui, les études faites aux États-Unis sur l'obésité, l'excès de viande rouge, l'excès de lait donne le cancer, favorise le cancer, je dis. Mais manger de la viande rouge 1 à 2 fois par semaine, c'est pas ça qui va vous donner du cancer. Boire un verre de lait par jour, c'est pas ça qui va vous donner le cancer. C'est pas boire 1 litre de lait par jour. Non mais, voilà, moi, le bon sens. Moi je dis, moi je suis diabétique, mais des fois j'ai envie de prendre une glace. Je prends ma glace. Mais je ne prends pas une glace tous les jours. Vous comprenez? Mais faites-vous plaisir. Si tu as envie de manger, mange. Mais ne mange pas comme une gloutonne tous les jours. C'est ça la truc. Alors, mangez varié, mangez le régime méditerranéen, mangez beaucoup de fruits et de légumes, mangez beaucoup de salades, mangez beaucoup de tomates, mangez du poisson, diminuez les apports en viande maigre, en viande rouge. J'ai pas dit arrêtez. Boire un verre de lait par jour, de l'activité physique, faire l'amour, c'est important. C'est important même pour la femme. J'ai pas de sein ou j'ai un cancer. Mon mari, comment il va me prendre? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je me considère encore comme femme? Mais justement, et malheureusement, dans notre société, 90% des hommes ne sont pas là. Tu as un cancer, ça arrive seul, allez. Alors qu'au contraire, j'ai besoin de te prendre dans mes bras. Je t'aime, chérie, même si tu n'as pas de sein. Même si tu as un cancer, je t'aime. Parce que vous avez un coup au moral de est-ce que je suis encore, est-ce que je suis encore femme? Et vous avez au contraire besoin de, c'est là où vous avez besoin de l'estime des gens, de vos proches, qui vous disent mais tu es belle avec ton cancer. Vous voyez? C'est ça que vous pouvez faire. Et je vous dis, le rôle des hommes est aussi important. À Darzour, il y a beaucoup de femmes divorcées. Dès que tu as un cancer, ciao. Malheureusement. Et alors que quand c'est l'homme qui a un cancer, parce qu'il a la femme, il y a c'est elle qui l'accompagne. Oui, madame. Excusez-moi, j'ai entendu une information qui dit que allaiter, les femmes qui allaitent sont... Les femmes qui allaitent protègent. Oui et non. Oui et non. Le fait de ne pas allaiter, le fait d'avoir une grossesse tardive est un facteur de risque mineur du cancer du sein. L'allaitement protège plus. Mais je vous dis, ma femme a allaité ses 2 enfants pendant 2 ans. On peut pas, il n'y a pas de blanc ou noir. Bien sûr, une obèse a plus de risque de faire un cancer du sein qu'une maigre. Mais une maigre aussi peut faire un cancer du sein. Vous
Comprenez? C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se dire, je suis maigre, je ne risque pas, je suis obèse, je risque. Non, il y a des obèses qui ne font pas de cancer, il y a des mecs qui font des cancers. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, il y a plein de facteurs, il y a quelque chose. Je vous dis, les facteurs exogènes sont là, ils poussent, votre immunité se défend. Un jour, pour X raisons, eh ben, elle se défend plus. Et votre cellule cancéreuse, elle se multiplie. Tout simplement. D'accord? Il y avait des questions là-bas. Deux questions. Pourquoi, des fois, il y a une femme qui a le cancer du sein et après elle a le cancer du l'utérus? Elle a le alors, je vous ai dit, il y a des facteurs génétiques qui font, il y a plusieurs gènes, BRCA1, BRCA2, P53, il y en a beaucoup d'autres, qui vont intervenir sur les gènes qui régulent la multiplication cellulaire. Il y a ce qu'on appelle des proto-oncogènes et des oncosuppresseurs. Donc quand il y a des mutations génétiques qui sont donc familiales, c'est là, eh ben, il y a une diminution du risque, une diminution ou au contraire une augmentation du risque de cancer. Eh bien, par exemple, on a vu les mutations BRCA1 et BRCA2 dans des ethnies juives. On sait que quand vous avez telle et telle mutation, vous avez 80% de risque au cours de votre vie de faire un cancer du sein ou de l'ovaire. D'où Angelina Jolie qui a adopté ce qu'on appelle la mastectomie prophylactique. Comme elle avait cette mutation, elle s'est dit, moi je préfère éviter. Elle s'est fait ce qu'on appelle des mastectomies sous-cutanées, c'est-à-dire on a gardé la peau et elle a enlevé la glande mammaire. Et elle a enlevé ses ovaires et elle a diminué de 90% de risque de cancer du sein. Parce que pour elle, elle était à 80% sur de l'avoir. Quand je dis sur de l'avoir, je vous effraie quand je vous dis là il y aura 5 cancers, mais au cours de la vie. Je n'ai pas dit l'année prochaine. Mais d'ici à votre mort, 80 ans, 90 ans, eh ben, vous risquez de faire un cancer. C'est ça. Oui, Léna, pardon. Oui. La maladie, non, il n'y a pas de, à ma connaissance, peut-être que je dirais une bêtise, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'association entre maladie auto-immune, lupus ou sclérodermie ou polyarthrite ou Hashimoto et cancer du sein. À ma connaissance, maintenant je peux prendre. Pourquoi? Parce que la maladie auto-immune aussi, c'est quoi? C'est des auto-anticorps. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez fait un auto-anticorps contre la thyroïde ou contre... Alors que le cancer, c'est tout simplement une immunotolérance des cellules natural killer. Je vous dis, les cellules cancéreuses, on en a tous les jours dans notre corps, mais les lymphocytes T killer, ils sont là, ils la reconnaissent, ils la mangent. Des fois, le cancer va se cacher, et donc il y a une immunotolérance qui va faire que... Et cette immunotolérance, elle peut, pour moi, le facteur choc psychique, stress, divorce, deuil, choc important, est un élément important. C'est mon explication. Oui. Une question et ensuite on pourra parler du cancer du col de l'utérus rapidement. Parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir. Si on a un taux très élevé de prolactine, oui. Ça veut dire ça. Alors, si on a un taux très élevé de prolactine, alors c'est quoi élevé? Est-ce que c'est entre 40 et 80? Alors, 40 et 80, ou 40 et 100, et supérieur à 100, 150. Supérieur à 100, 150, on pense d'abord à un problème de tumeur au niveau du cerveau qui sécrète la prolactine. Quand on a à 40 à 80, ça peut être des micro-adénomes qui sécrètent, comme ça peut être aussi des prises médicamenteuses. Ça peut être ça, il y a beaucoup de médicaments qui augmentent la prolactine, comme ça peut être aussi ce qu'on appelle de la biprolactine, des difficultés de dosage. Vous savez, pour doser la prolactine, c'est des réactions chimiques avec des auto-anticorps, et donc des fois la prolactine, c'est une grosse molécule qui va se lier, et donc ça peut faire ça aussi. Mais moi, je ne traite pas un taux, je traite un signe clinique. De quoi elle se plaint, la dame? Si la dame a spontanément des seins qui sortent du lait, spontanément en mouillant ses soutiens, ça veut dire qu'il y a une sécrétion de lait de prolactine. La clinique. Si la dame vient me dire « Ah, j'ai pressé mon sein et il y a une goutte qui est sortie », je dirais c'est tout à fait normal. Je ne m'inquiète pas. Vous comprenez?
Mais s'il y a oui, il y a une cause, soit une tumeur, je demande une IRM, soit un prise médicamenteuse. Oui, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé des risques liés au traitement hormonal. Oui. Est-ce que les risques, c'est dû à la longévité dans la durée ou bien sur la quantité en fait? D'accord. Très bonne question. Est-ce que le traitement hormonal, pilule, et traitement hormonal de la ménopause donne le cancer? Oui et non. Alors, pour la pilule, les études sont très controversées. Certaines études, vous savez, on est à l'ère de ce qu'on appelle l'évidence-based médecine, médecine basée sur les preuves, avec de grosses études, sauf que les études avec l'industrie pharma, elle fait aussi ce qu'elle veut. On dit ce qu'on veut. Alors, donc les études sont très hétérogènes. Certaines disent non, ça n'augmente pas le risque. Certaines disent augmente le risque. Mais même s'il est augmenté, il est augmenté de combien? De 20%. Vous voyez, le risque, il est augmenté de 20%. C'est comme si je vous disais, madame, quel est votre risque de faire un accident à 90 à l'heure? Un accident de voiture à 90. Il est faible, mais il existe. Eh bien, le fait de rouler à 120 à l'heure, vous augmentez votre risque. Voilà, si vous voulez, votre marge, mais vous ne l'augmentez pas à 200 à l'heure. Donc, mais statistiquement, ça. Maintenant, la pilule a des risquerait, oui, d'augmenter. Mais moi, par exemple, je ne donnerais pas une pilule à une femme qui a plus de 35 ans, qui a de la mastose fibrokystique, avec des signes qui est obèse. Je ne lui donnerai pas une pilule comme contraception sur 5-10 ans. Elle veut une contraception de 6 mois, à la rigueur, pourquoi pas? Elle a 20 ans et elle veut une contraception de 6 mois, 1 an, 2 ans, pourquoi pas? Vous comprenez? Mais maintenant, même si elle me dit, ma mère a fait un cancer du sein. Moi, ça ne m'inquiète pas. Vous voyez? Elle me dirait, j'ai 3 cas familiaux de cancer, non, je ne le ferai pas. Mais encore une fois, j'évalue la pilule, je ne vais pas lui donner une pilule, je vais lui donner une pilule comme première contraception. Après, je lui proposerai plus un stérilet. Alors, ça, c'est par rapport aux pilules. La pilule a des avantages. Il ne faut pas dire, mais encore une fois, c'est un cas par cas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que la prescription de la pilule, c'est pas je vais aller chez le pharmacien et je prends la pilule. C'est ça le problème. Alors maintenant, le traitement hormonal de la ménopause. Mesdames, je suis désolé de vous le dire, mais vous allez vivre le tiers de votre vie en ménopause. Avant, vous mourriez à 50 ans. Maintenant, l'espérance de vie de la femme marocaine, elle est de 80 ans. Sinon, si ce n'est pas 84 ans. D'accord? Donc, vous allez vivre 30 ans en ménopause. Alors, à vous de bien vivre ou pas vivre cette ménopause. OK? Avant, on donnait beaucoup de traitements. Il y a une étude en 2002 qu'on appelle la WHI qui a fait scandale parce qu'elle a dit le traitement donne le cancer. C'est vrai dans l'étude et faux. Pourquoi? Parce que l'étude était beaucoup biaisée. Elle était faite chez des Américaines de plus de 60 ans, obèses, hypertendues, beaucoup de choses, et qui avaient plus de 10 ans de ménopause. Et surtout aussi, le traitement hormonal qu'elle prenait, c'était de l'acétate de méthoxyprogestérone, c'est un médicament pour moi qui n'est pas bon, et des œstrogènes équins. Et donc, pas du tout comme le THM à la française, avec des œstrogènes naturels et de la progestérone naturelle. Et d'ailleurs, les études ont montré avec ce traitement à la française qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer. L'essentiel, c'est quoi? C'est que vous vivez alors, le traitement aussi augmente à la marge le risque de cancer. Vous avez 10 à 20% de cancer de plus. En termes exacts, prenons, même dans la WHI, qu'est-ce qu'elle disait la WHI? En prenant 20 000 personnes, 10 000 de ce côté qui ne prennent pas de traitement, 10 000 de ce côté qui prennent un traitement. Disons, pour simplifier, disons qu'une femme sur 10 a fait ou fera un cancer. Dans ce groupe, vous avez 10 000 personnes, vous aurez 1000 cancers, d'accord, qui ne prend pas de traitement. Vous avez quand même 1000 cancers. Dans ce groupe qui prend le traitement, il y a eu 1008 cancers. Il y a eu 8 cas de plus de cancer. C'est pas énorme. Mais la presse, parce que la presse, vous savez, elle est toujours là pour faire peur, le traitement donne le cancer. Cette étude, pour moi, ça a servi à quoi? Ça a servi à dire les médicaments, ce n'est pas des bonbons. Il ne faut pas les donner à tout le monde. Mais maintenant, une femme qui souffre de bouffées de chaleur invalidantes, qui vit mal,
qui a des fuites urinaires, qui a de l'ostéoporose, pourquoi ne pas lui donner un traitement? Je vais vous dire pourquoi ne pas lui donner un traitement. Parce que je n'ai pas envie d'être emmerdé par le médico-légal. En France, 98% des gynécologues, femmes, ne prescrivent pas le traitement. Par contre, 90% des femmes gynécologues le prennent pour elles-mêmes. Pourquoi? Quand tu as un risque de cancer, tu as une femme sur 6 qui va revenir avec un cancer. Pourquoi tu veux que je te donne un médicament, que tu reviens dans un an? Docteur, ton médicament m'a donné le cancer. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de tes bouffées de chaleur. T'as qu'à mal vivre ta ménopause. Mais je vous dis, voilà la réalité. J'ai pas envie que tu viennes m'attaquer, plainte en justice, ton médicament m'a donné le cancer. Vous comprenez? Mais je vous dis, voilà, les chiffres sont là. 90% ne les prescrivent pas. Par contre, 90% les prennent pour elle. Parce qu'elle prend son propre risque. Mais elle n'a pas envie de courir le risque d'être emmerdée par rapport à... Vous comprenez? Parce qu'on est dans le médico-légal, tu as un avocat derrière tout, dès qu'il y a quelque chose, ah c'est la faute du médecin. La faute du médecin, le médecin te dit... Je ne prends pas de risque. Hein? Je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque, voilà. Et je vous dis, le risque, il est... Les études, je vais même vous dire mieux, et je le prescris toujours avec... C'est difficile. J'ai une femme qui a un cancer du sein, alors je ne peux pas lui donner de traitement hormonal de la ménopause, c'est sûr. Mais, par exemple, elle a une sécheresse vaginale, elle a des difficultés sexuelles, elle a des fuites urinaires, elle a de l'ostéoporose. Ben, par exemple, je peux lui donner des traitements hormonaux locaux par voie vaginale. Ça ne passe pas dans la voie dans la voie générale, ça n'augmente pas le risque de cancer et ça lui améliore sa sécheresse vaginale, ça lui améliore sa sexualité, ça lui améliore ses fuites urinaires. Donc il n'y a pas que je traite le cancer, il y a aussi la qualité de vie. Et encore une fois, je remercie d'Algrol d'exister parce que justement, la qualité de vie, c'est aussi les échanges, c'est aussi le partage, c'est aussi d'être écouté, de pleurer, de donner. Moi, pourquoi je viens là? Parce que c'est un plaisir pour moi de vous donner de l'information. Vous voyez, je fais ma bonne action. C'est ça qui... Voilà. Alors, pour la gestion du temps, on va passer au cancer du col. 10 minutes. Merci d'être resté avec nous. Vous voyez que c'est des choses qui sont importantes. Alors, le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme au Maroc. Le deuxième, c'est le cancer du col. Attendez-moi 10 minutes, madame, s'il vous plaît. 10 minutes, c'est important. Mais je disais, le cancer du sein, on n'a pas de facteur favorisant. On n'a que la prévention secondaire, qui est la mammographie, le dépistage, je le répète, à partir de 45 ans, chez toutes les femmes. De 45 ans jusqu'à 99 ans. Ok? Toutes les femmes. Et s'il y a des facteurs particuliers, éventuellement plus tôt. Le cancer du col, on sait qu'il est lié à une cause. On la connaît, c'est le virus HPV. C'est un virus qui donne ce cancer du col. Ce virus, il se transmet sexuellement et c'est 70% des femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours de leur vie, eh ben, elles attraperont une infection HPV. C'est très fréquent. C'est pas grave d'attraper de l'HPV. D'accord? Par contre, une fois que vous avez attrapé l'HPV s'intègre dans votre col et généralement, votre corps s'en débarrasse au bout de 6 mois, 1 an. Il élimine lui-même. Et donc, vous êtes clearé, vous êtes tranquille. Il y a beaucoup de types d'HPV d'ailleurs. Il y a des HPV qui donnent des verrues et il y a des HPV qui ne donnent rien, mais je vous dis qu'ils peuvent donner le cancer. Maintenant, quand vous avez des rapports sexuels, eh ben, vous attrapez votre HPV et il reste silencieux. Il peut, dans 10% des cas, rester dans le col et il va modifier les cellules, il va modifier le génome des cellules et il va donc pousser vers le cancer. Mais cette transformation vers des cellules précancéreuses, elle prend 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc on a le moyen de la dépister. Et comment on la dépiste? Par un frottis. Toute femme qui a eu des rapports sexuels au cours de cette vie, que ça soit une seule, qu'elle soit divorcée, qu'elle soit mariée, qu'elle soit prostituée, qu'elle soit ce qu'elle veut, une femme qui a des rapports sexuels doit faire un frottis au début de son activité sexuelle, 1 an plus tard, je dirais, le temps qu'elle se débarrasse de son HPV, 1 an plus tard,
plus tous les 3 ans. Je vais vous choquer avec une dame que j'ai reçue un jour. Je suis sûr qu'elle est morte. C'est une dame de 70 ans qui vient chez moi, qui saigne la rage. Elle saignait beaucoup. Je mets mon doigt dans son vagin. Le vagin est bouffé par vraiment du cancer. C'est ça qui saigne. C'est pour ça que je vous dis qu'elle pense. Je l'ai envoyée pour de la radiothérapie parce qu'on ne pouvait pas l'opérer. C'est vraiment palliatif pour moi. Je suis sûr qu'elle est morte. Et dans l'interrogatoire, elle me dit, cette dame, elle me dit, j'ai été mariée pendant une semaine. Une semaine de nikah fil halal. Elle a été mariée, donc une semaine de rapport sexuel avec son mari. Elle a été répudiée au bout d'une semaine. D'accord? Et elle me dit, je n'ai plus vu de mec pendant 50 ans. Je vous dis ce qu'elle m'a dit. Elle n'avait pas de raison de mentir. 7 semaines de rapport sexuel, et je vous dis, halal, eh ben, elle a eu son HPV. Elle n'a plus reconsulté, elle n'a plus. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à saigner. Et même quand elle a commencé à saigner, elle a consulté tard. La chouma, non, je ne veux pas faire. Sauf qu'elle saignait la rage. Jusqu'à ce que. Et donc, je vous dis, ce n'est pas le fait d'avoir des rapports sexuels. C'est le fait de ne pas se dépister. Et alors, il y a 2 choses. Alors, avant, on faisait un frottis au début de l'activité sexuelle, un frottis après 3 ans et après tous les 3 ans. Maintenant, on propose mieux. On propose de faire ce qu'on appelle un test HPV. Et on vous dit, est-ce que vous... Alors, on fait un prélèvement, la même chose, chez le gynéco, il vous examine, il essuie le col, et donc on voit, est-ce que vous avez ou pas du HPV. Vous avez du HPV, dans le même prélèvement, on fait un frottis. Le HPV nous dit, est-ce qu'il y a le virus qui donne le cancer ou pas. Vous êtes HPV négatif, vous êtes tranquille pour les 5 ans à venir, même plus si vous n'avez plus d'activité sexuelle. Vous avez un frottis HPV positif, vous avez un risque minime, mais il est là. Vous avez le virus qui peut vous donner le cancer. À ce moment-là, on fait dans le même prélèvement, vous n'êtes pas réexaminé, vous ne repayez pas, on fait un frottis. Le frottis est normal, on vous resurveille dans 1 an. Le frottis est normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion précancéreuse. Le frottis est anormal, on fait d'autres investigations. Et si on trouve des lésions précancéreuses, on peut enlever juste le bout du col, comme ça. On vous garde votre utérus, vous pouvez encore avoir des enfants, et on vous traite simplement avec 100% de résultats. Donc c'est intéressant de faire des frottis pour toute femme qui a eu des relations sexuelles superficielles, non superficielles, avec pénétration. C'est-à-dire que le cancer du col ne survient pas chez la vierge. Ça c'est no way. D'accord? Il n'y a pas de... Alors, autre chose, je vous dis, ça c'est la prévention secondaire. Maintenant, il y a aussi une prévention primaire qu'il n'y a pas dans le cancer du sein. Le cancer du col, je vous ai dit, c'est un cancer qui est lié à un virus. Eh bien, on a développé un vaccin, le vaccin contre le papillomavirus, le Gardasil 4 et en Europe le Gardasil 9, qui va permettre de protéger contre le HPV. Donc, éviter que vous attrapiez du HPV qui donne le cancer. Et donc, on recommande ce vaccin à toutes les jeunes filles à partir de 9 ans, avant qu'elles commencent leur activité sexuelle. Le problème de ce vaccin, de ce virus, c'est que comme il se transmet sexuellement, eh ben on associe cet HPV, ce vaccin, à une activité sexuelle. Ah, je vais donner un vaccin à ma fille de 9 ans ou 10 ans, un vaccin contre les verrues. Mais ma fille, je ne veux pas qu'elle ait des rapports sexuels. On se cache. Il ne faut pas parler de sexualité. L'HPV est très fréquent. Très, très, très fréquent. Et plus vous êtes vacciné jeune, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire avant qu'elle commence sa vie sexuelle. Ben, plus vous êtes vacciné jeune, plus votre corps répond par rapport à la protection des anticorps, et vous avez besoin que d'une seule dose. On peut bien sûr vacciner même plus tard. D'accord? On peut vacciner à 25 ans, 30 ans. Mais si vous voulez, si vous avez déjà attrapé du HPV 16 ou du HPV 18, c'est un peu dommage que de vous vacciner, parce que ça va moins servir que si vous êtes naïf. Et pourquoi je vous parle de ça? Par exemple, grâce à ces 2 stratégies de prévention primaire et prévention secondaire par le test HPV et le frottis, prévention primaire par la vaccination des jeunes filles et même des jeunes garçons. L'Australie va éradiquer le cancer du col dans 6 ans.
éradiquer, faire disparaître le cancer. Il n'y aura plus de cancer du col chez eux, tout simplement parce qu'ils recherchent les lésions précancéreuses chez toutes les femmes avec des dépistages organisés. On vous téléphone pour venir vous dire venez faire votre mammographie ou venez faire votre frottis. Et c'est gratuit, c'est pris en charge par la... Et par la prévention primaire, ils vaccinent 90% ou 95% de leurs jeunes filles, de leurs jeunes garçons. Ils les vaccinent, point. Alors au Maroc, le ministère de la Santé est sensibilisé. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas la communication, c'est pour ça qu'on est là. Il y a 300 000 doses dans les centres de santé. Alors, pour vacciner vos filles. Vaccinez vos filles. C'est dans les centres de santé, c'est gratuit. Vous sauvez vos petites filles de... Je vous assure. Oui, c'est officiel. C'est gratuit. À partir de 11 ans. Ils ont mis 11 ans. Moins de 11 ans, ils ne vaccinent pas plus de 11 ans. Là, ils vaccinent jusqu'à 12 ans. Oui, c'est des stratégies. Sinon, vous allez dans le privé. Mais je vous dis, ils vaccinent. Ça existe. Pourquoi 80... Et il y a encore des biais. Pourquoi 90% des Australiens, 95 ou 98% des Australiens et Australiennes sont vaccinés? Pourquoi 90% des Anglaises et Anglaises sont vaccinées? Pourquoi à peine 45% des Français sont vaccinés? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur le truc, c'est culturel, c'est « Ah, les Français sont réfractaires, ah, je veux pas, C'est un vaccin safe. Pour moi, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, de vacciner contre... Que ce soit fille ou garçon. Alors après, c'est des politiques de santé publique, parce que ça a un coût. C'est le gouvernement qui décide, oui, Alors, vacciner les garçons, pourquoi c'est intéressant? Pour deux choses. Première des choses, parce que ça diminue le HPV, parce que c'est les garçons qui sont les contaminants. Première des choses. Deuxièmement, il y a de l'homosexualité. Et le cancer de l'HPV, il est responsable du cancer du col, mais il est aussi responsable du cancer du rectum, de cancer anneau de ORL, d'accord, de cancer du pénis. Le cancer du pénis, il est rare, mais le cancer de l'œsophage, il est en rang. Le cancer du rectum, il est quand même. Donc il y a de l'homosexualité, vous ne savez pas. Moi je mets les pieds sur les plats. Si vous avez des garçons, vous ne savez pas est-ce qu'il sera homosexuel ou pas homosexuel. Affiché ou pas affiché. C'est des choses qui... Au Maroc, on est non. Alors que lui-même est homosexuel. Pourquoi il fait ça? Pour justement montrer l'exemple. Moi je suis contre, j'abhorre. Je déteste les homosexuels. Alors, tout simplement pour montrer en fait pourquoi on me reconnaît. C'est l'hypocrisie de notre pays. Vous ne savez pas de votre garçon qu'est-ce qu'il va devenir. Donc ça peut être... Mais c'est des décisions, je vous dis, de santé publique. Après, individuellement, vous les vaccinez. Ça protège aussi contre les virus. Les virus, c'est moche. Ça ne donne pas le cancer, mais c'est moche. Et le vaccin est gratuit. Oui, madame. Excusez-moi, est-ce que pour le vaccin, oui. Pour les filles, les jeunes filles de moins de 11 ans, de plus de 11 ans, on peut le faire, est-ce qu'une vierge peut aller prendre le vaccin avant de commencer ça? Bien sûr, au contraire, c'est la très bonne indication. Bien sûr, sauf si elle compte rester vierge. Si elle compte rester vierge, elle n'a pas besoin de se faire vacciner. Vous voyez, mais moi je vous dis, j'avais été choqué par cette dame, je vous dis, 20 ans, une semaine de rapport, 50 ans plus tard. Je vous raconte des choses que j'ai vécues, pas que j'ai lu des trucs. En fait, le vaccin, on peut le prendre avant l'activité sexuelle. Non. On le prend tôt, moins, plus c'est efficace, et moins on a à faire des rappels. Le vaccin doit être fait avant l'activité sexuelle. Maintenant, quand vous avez commencé l'activité sexuelle, vous n'avez pas forcément attrapé ce HPV 16 ou 18. Donc, c'est intéressant de le faire. Je vais même vous dire en off quelque chose, c'est qu'il y a des médecins, il y a des études, mais elles sont pas... C'est que le vaccin serait thérapeutique. Moi, quand j'ai une lésion précancéreuse, pas cancéreuse, quand j'ai une lésion précancéreuse, je peux donner le vaccin pour booster aussi l'immunité, pour qu'elle se débarrasse des reliquats et diminue le risque de récidive. D'accord? Cette question? Oui. Je voulais savoir pour le vaccin, est-ce qu'elle a une durée précise pour le refaire par la suite ou pas?
Alors, le vaccin, avant on disait 3 doses, 0, 2, 6 mois. Après, on est passé à 2 doses, 0, 2 mois. Voilà, c'est tout. Et vous pouvez le faire, ça dépend des pays. Aux États-Unis, il est recommandé jusqu'à 46 ans. En France et tout, il est recommandé jusqu'à 26 ans. Au Maroc, il est disponible pour les gens qui ont 11 ans. Alors, plus vous vaccinez tôt, et moins vous êtes... C'est-à-dire que maintenant, on est en train de parler d'une seule dose. À 11 ans, on peut faire une seule dose. En Maroc, c'est disponible gratuit. Disponible gratuit pour les petites de 11 ans, mais dans le privé, vous pouvez le prendre. Juste une chose, le vaccin ne disculpe pas du frottis. C'est pas parce que vous avez été vacciné que vous ne devez pas faire de frottis. C'est les deux. Oui. Alors, qu'est-ce qui cause exactement en fait, ce virus? Qu'est-ce qui cause ce virus? Oui, donc, admettons un couple marié, donc il n'y a pas en fait des rapports en fait, hors en fait de ce, on va dire, hors mariage. Exactement. Et qu'est-ce qui cause en fait, on a en fait une votre mari, avant qu'il vous connaisse, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'avait pas du HPV avant? Lui-même ne pouvait pas savoir. Si vous vous mariez avec un homme vierge et que vous êtes vierge, non, il n'y aura pas de problème. D'accord? Mais vous ne pouvez pas savoir son historique, comme lui-même ne peut pas le savoir. C'est ça le problème. Le HPV se transmet essentiellement par voie sexuelle. Maintenant, attention, le préservatif ne protège pas du HPV. Et dans de rares cas, il peut être prescrit par des serviettes mal lavées, réutilisées, les toilettes. Mais ça reste très rare. Je veux dire, c'est pas le principal facteur contaminant. Et autre chose, si votre mari a du HPV, ou si vous avez du HPV, non, ça ne veut pas vous dire forcément qu'il vous a trompé. Peut-être qu'il l'avait avant qu'il vous connaisse. Même il ne faut pas dire. C'est un virus. Je voulais juste connaître en fait l'origine. C'est un virus Essentiellement sexuel. Et je vous dis, 70 à 80% des femmes attraperont du HPV au cours de leur vie. C'est pas... Et c'est pas grave de l'attraper, mais je vous dis, ce qui est grave, c'est de ne pas surveiller. Voilà. Non, même pas de ne pas soigner, il se soigne tout seul. Mais c'est de ne pas dépister le cancer. Je vous dis, cette dame qui est là, si elle était venue à 35 ans ou 40 ans, ou ça, je dirais même mieux, si elle était venue au moment où elle avait saigné, les premiers saignements, mais on aurait peut-être beaucoup pu la traiter. Ça se traite, un cancer du col. Mais elle est venue, elle a saigné, et malgré ça, j'avais fait une action médicale à Zayo, longtemps, le même cas, une dame qui vient, anémique, j'examine, je vois un vagin, après 10-12, lâchement fait qu'il n'y avait pas de gynécophage, personne ne l'a examiné. Donc je ne diagnostique pas un cancer avec juste une échographie, j'ai besoin de vous examiner. Je ne peux pas vous examiner avec... Pardon? Pardon? Vous avez un saignement anormal, madame. Le cancer, il commence par un saignement discontinu. Le cancer commence par des saignements au moment des rapports. C'est quand le zizi touche le col que ça commence à saigner. Puis, des saignements spontanés. Et puis, quand le vagin, quand je vous dis, quand il y a des lésions sur le vagin, eh ben, elle saigne tout le temps. Tout le temps. Mais je vous dis, elle est morte par une anémie parce que c'était... Vous avez une plaie ouverte qui est là. Mais je vous dis, c'est de l'ignorance. Encore une fois, je reviens pour le sein et pour le... Mais quand vous avez quelque chose, mais allez consulter. Pourquoi ne pas aller consulter? Vous n'avez pas, vous allez en centre de... Vous n'avez pas d'argent pour aller en privé. Vous allez en centre de santé, mais allez consulter. Et je dis, moi c'est ça qui m'énerve, c'est cette mentalité de je fais l'autruche. On va aller faire, on va m'enlever le sein, on va faire ci. Mais on va te faire ce qu'on doit te faire. L'essentiel, c'est pour te prolonger la vie. Ok? Voilà. Pas d'autres questions? Non. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. D'être restés avec